Bonjour, bienvenue dans Parlement Hebdo, l'émission qui récapitule les temps forts de la semaine à l'Assemblée et au Sénat. Avec Steve Jourdain, nous sommes heureux de recevoir le sénateur centriste Loïc Hervé. Bonjour, merci d'être avec nous. Et c'est donc Steve qui va brosser votre portrait. Loïc Hervé, bonjour, monsieur anti-pass sanitaire du Sénat, on va y revenir. Vous êtes né en 1980 à Vénissieux, dans la métropole lyonnaise. Vous avez fait des études de droit. Vous étiez en quelque sorte prédestiné à devenir sénateur puisque vous êtes attaché territorial de formation, c'est-à-dire fonctionnaire dans une collectivité locale. Le Sénat, chambre des territoires, chambre des collectivités, selon la Constitution. La politique, pour vous, c'est le centre droit. Vous avez soutenu Alain Juppé pour la primaire de 2016. Votre parti, c'est les centristes et vous siégez aujourd'hui au sein du groupe Union centriste au Sénat. L'actualité politique pour votre famille politique, c'est en théorie le congrès Les Républicains du 4 décembre. En théorie, car vous n'avez pas été convié à la fête. Vous le regrettez ? Oui, je le regrette parce que ce qui avait été l'idée d'une primaire ouverte de la droite et du centre se transforme finalement en un vote militant des Républicains qui exclura alors les centristes de toutes les composantes, UDI, Nouveau Centre, et aussi tout un tas de gens qui ont une sensibilité de la droite modérée et qui ne pourront pas voter, sauf s'ils prennent leur carte dans le parti Les Républicains. Donc je regrette cette décision qui ne donne pas une image extrêmement ouverte de ce parti. Alors on verra ce qu'ils décideront, mais je ne me sens pas tellement concerné par leur choix. Où va votre préférence à vous? Quel est votre candidat? Moi, j'ai pas de candidat, je suis pas membre des Républicains. Hervé Morin a opté pour Valérie Pécresse. Moi, je suis d'un département proche de la Savoie, donc de Michel Barnier. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. Pour vous, c'est Michel Barnier? Non, pour moi, c'est pas Michel Barnier. C'est un bon candidat, Michel Barnier. J'attends de voir ce qui va se passer, quel sera le choix, quelles seront aussi les lignes politiques qui seront choisies. Je suis très inquiet de voir la droite choisir le thème de la sécurité de l'immigration comme des thèmes majeurs, alors que je pense que les questions économiques et sociales, et notamment du pouvoir d'achat, sont des questions qui sont importantes, des questions internationales aussi. Et on n'entend pas du tout les candidats de la primaire, du vote militant LR se positionner là-dessus. Et je vous avoue que je suis pas indifférent à ce qui a été fait au Havre par Édouard Philippe. Je pense c'est l'avenir, Édouard Philippe. Mon objectif, en tant que, vous l'avez rappelé, Steve Jourdain, mon objectif comme homme du centre droit, c'est que dans ce pays, le centre droit, la droite modérée, s'exprime, existe et soit pas toujours à la remorque, soit d'En Marche, soit des LR. Donc vous seriez prêt à rejoindre Édouard Philippe? La question ne se pose pas en ces termes aujourd'hui, puisqu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Mais c'est l'avenir, Ce que je veux dire, c'est que les initiatives, ou toute initiative qui consisterait à avoir dans le pays une lisibilité au centre et une capacité à rassembler les femmes et les hommes de bonne volonté qui veulent exister dans cet espace politique, auront mon soutien parce que j'estime que c'est vital pour la démocratie. Si on remplace l'affrontement Le Pen-Macron par un affrontement gauche-droite classique qui ne donne pas de part aux personnes qui font le choix de la complexité, du fond par rapport à la forme et qui essayent de réfléchir pour voir le pays à échéance de 20 ou 30 ans, je pense que ce serait une erreur de se priver de cette opportunité-là. Donc si Édouard Philippe prend cette initiative, et je la suis en tout cas avec beaucoup d'intérêt et je regarde ce qui se passe. On va revenir avec vous, Loïc Hervé, sur l'actualité de la semaine au Parlement et d'abord sur ce bras de fer entre le Sénat et le gouvernement autour du pass sanitaire. Une prolongation jusqu'en février et non jusqu'en juillet. Une application territorialisée, c'est-à-dire département par département. Les sénateurs ont adopté un texte qui assouplit considérablement le pass sanitaire. À l'Assemblée, budget 2022 adopté pour la sécurité sociale avec un trou un peu moins pire que prévu. Parmi les nouveautés, une meilleure prise en charge de la contraception ainsi que quelques mesures financières à défaut d'une loi d'envergure sur le grand âge. Faut-il abaisser la majorité électorale à 16 ans? Le débat est relancé sur fond de campagne présidentielle. Ici au Sénat, les socialistes ont déposé une proposition de loi en ce sens. Vous nous direz ce que vous en pensez, Loïc Hervé. C'est un bras de fer qui pourrait se terminer par une victoire par chaos pour le gouvernement. En attendant, le Sénat lutte à coups d'amendements. Un texte encadrant, assouplissant la prolongation du pass sanitaire a été adopté. Il prévoit notamment une prolongation du pass jusqu'à la fin février et non jusqu'à la fin juillet, comme le souhaite le gouvernement. On voit les détails avec Cécile Sixou. Abandonner le pass sanitaire dans les départements où plus de 75% de la population totale est vaccinée
Hier soir, dans l'hémicycle, la proposition du rapporteur Philippe Bas ne convainc pas au sein même de la majorité. Les critères sont flous et donc propres à permettre toutes les interprétations par ceux qui auront à mettre ce pass en œuvre. On pourrait prendre Paris et sa banlieue. La Seine-Saint-Denis serait toujours sous le pass sanitaire, alors que Paris ne le serait pas. Une partie des LR propose de réduire le seuil et de ne prendre en compte que la population éligible à la vaccination. Même revendication chez les socialistes. Marie-Pierre de La Gontrie conditionne même le vote sur l'ensemble du texte de son groupe au vote de cette mesure. De deux choses l'une. Ou nous considérons que le pass sanitaire en métropole n'a plus de raison d'être parce que plus de 80% de la population est vaccinée, et nous le disons. Ou alors nous allons proposer des chiffres qui vont être très complexes à appréhender. Face à ces réticences, Philippe Bas demande une suspension de séance. La séance est suspendue pour 10 minutes. Il réunit les deux groupes pour trouver un compromis. Après 50 minutes de pause, il revient avec un accord. Si vous adoptez le sous-amendement de M. Bachere, eh bien, il devient, d'une part, le taux de vaccination contre la Covid-19 est inférieur à 75%, qui est remplacé par les mots « le schéma vaccinal complet contre la Covid-19 est inférieur à 80% de la population éligible à la vaccination ». Avec cette version votée par le Sénat, beaucoup moins de départements seront susceptibles de recourir au pass sanitaire à partir de la mi-novembre. Loïc Hervé, vous êtes en quelque sorte un opposant historique à ce pass sanitaire. Vous avez voté contre ce texte hier. Pour vous, c'est une question de principe? C'est une question de principe, mais c'est aussi une question de clarté. Je pense que le Sénat aurait mieux fait d'avoir une position plus claire sur le pass sanitaire si l'objectif est d'abandonner le pass sanitaire à court terme, considérant que 80% des Français sont vaccinés, que les objectifs que le gouvernement voulait atteindre avec le pass sont atteints. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas abandonner le pass? Construire un système avec des critères de pourcentage de la population des vaccinés parmi les vaccinables, c'est 80% en gros. Oui, c'est l'amendement socialiste. Ça veut dire que le pass serait abandonné dans l'essentiel des départements de France métropolitaine au 15 novembre. Mais vous y êtes opposé? Mais ça, bien sûr que j'y suis favorable. Je dis simplement. Alors, il y a un petit sujet quand même qui est la question de la troisième dose. Hein. Oui, on va y revenir. C'est quand même sur cette question du pass sanitaire. Sur la question du pass sanitaire, je pense que le droit, pour qu'il soit compris, faut qu'il soit intelligible. Et pardon de le dire, mais si l'objectif du Sénat, c'était cet objectif-là, d'abandonner le pass au 15 novembre en France métropolitaine, autant l'écrire comme ça dans la loi. Et vous auriez voulu que le Sénat vote totalement contre cette prorogation? Et moi, je suis contre le pass sanitaire. J'étais contre le pass sanitaire en décembre 2020, quand le premier texte a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. J'y étais défavorable en avril, en disant que de toute façon, le pass serait généralisé. Ce à quoi on m'a répondu que ça ne serait jamais le cas, etc. Vous vous rappelez la phrase d'Olivier Véran, on ne demandera jamais le pass pour aller boire un café. Ça a été fait en juillet. J'ai à nouveau voté contre et j'utiliserai toutes les possibilités qui sont entre mes mains pour qu'on abandonne ce pass. Oui, mais je suis vacciné. Concrètement, c'est pas totalement vrai. Vous avez voté contre alors que dans les faits, avec l'amendement voté par le Sénat hier, il y aura plus de pass sanitaire en métropole à partir du 15 novembre. Allez tenir cette phrase dans la rue. Vous pensez au café du coin pour expliquer aux Français que le Sénat hier soir a voté l'abandon du pass. C'est incompréhensible selon vous. Mais non, mais c'est beaucoup trop compliqué d'expliquer qu'on met en place des critères qui, in fine, aboutiront à l'objectif. Mais c'est une question de lisibilité, en fait. On a monté un système pour dire, oui, mais on abandonne le pass, mais pas tout à fait quand même, parce que... Donc, il y a une question métropolitaine et il y a l'outre-mer. C'est les deux sujets. Donc, le pass sanitaire aurait produit les effets pour lesquels il était attendu. Très bien. On abandonne. Et dans les départements d'outre-mer, on regarde la situation telle qu'elle est. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, etc. Regarde. Vous allez saisir le Conseil constitutionnel sur ce texte? Alors, je ne sais pas si je le ferai moi, puisque vous savez que c'est souvent une logique de groupe. Mais en tout cas, si ma signature devait manquer et qu'on n'arrivait pas à avoir 60 sénateurs ou 60 députés, évidemment, je donnerai ma signature pour que le Conseil constitutionnel soit saisi. C'est important que sur ces sujets-là, on ait un regard du Conseil constitutionnel, notamment sur des questions de durée. Je rappelle que pour la loi du 23 mars 2020, il y avait eu un consensus politique pour dire qu'on ne saisirait pas le Conseil constitutionnel.
Je pense que c'était une erreur. Et je pense que tous ces textes de la crise sanitaire... Ce soit systématique. Je pense. Le systématiser, ce n'est pas possible, puisqu'il y a un dispositif qui est prévu dans la Constitution qui permet la saisie du Conseil constitutionnel. Mais je pense... Mais Laurent Fabius évoque une réforme de la Constitution. Ce serait bien que sur des sujets de crise, ou des sujets qui touchent durablement les libertés publiques, on ait une saisine du Conseil constitutionnel. Et s'il y avait une modification de la Constitution dans ce sens, j'y serais favorable. On voit aujourd'hui que le pass sanitaire est un peu entré dans les mœurs des Français. 62% des personnes interrogées admettent que c'est une bonne mesure. On voit aussi que fin juillet, ça a vraiment contribué à doper la vaccination. Pourquoi vous considérez toujours que c'est un mauvais outil ? Premier élément, plusieurs centaines de millions de fois par jour, le pass sanitaire est contrôlé en France par des fonctionnaires, des agents de sécurité privés qui vont contrôler votre état de santé. Plusieurs centaines de millions de fois par jour. Ça, c'est un vrai problème de proportionnalité. Et puis, vous évoquez le fait que les Français sont pour et qu'ils se le sont appropriés. Vous êtes minoritaire aujourd'hui. Mais c'est justement ce contre quoi je me bats. On est dans l'accoutumance. On est dans l'accoutumance au contrôle social. Moi, je me bats pour qu'on vive sans passe sanitaire, sans contrôle social, pour qu'on recouvre nos libertés au plus vite. Et on fait quoi alors dans un contexte d'épidémie ? On fait ce qu'ont fait les Espagnols. C'est-à-dire plus de vaccinés et pas de passe sanitaire. Et moins de taux d'incidence. C'est quand même curieux qu'un pays qui est un pays latin, voisin de la France, c'est quand même la Cour constitutionnelle espagnole qui a interdit le pass. Et que dans ce pays, finalement, les résultats de gestion de l'épidémie soient meilleurs qu'en France. Moi, je pense qu'on a une question... Je suis un libéral. Je crois à la liberté individuelle et je crois que le corollaire de la liberté individuelle, c'est la responsabilité individuelle. C'est pas la coercition par la puissance publique. Et donc, franchement... ça fait 7 ans que je siège à la CNIL. Ça fait 4 ans que je siège à la Commission des lois. La question des libertés publiques, y compris dans cette maison ici au Sénat, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Précisément, le gouvernement souhaite donner la possibilité aux chefs d'établissement, vous avez vu, aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, de contrôler le statut vaccinal des élèves. Le Sénat dit non. Pour vous, c'est un danger ? Évidemment. On est en train de lever progressivement, depuis le Bataclan, avec l'état d'urgence terroriste, puis avec l'état d'urgence sanitaire, on lève tous les jalons, les garanties des libertés individuelles les plus essentielles. Le gouvernement dit que ce n'est pas une atteinte au secret médical, ce n'est pas votre point de vue. Non mais vous savez, le pass sanitaire, quand vous écoutez le gouvernement, c'est une nouvelle liberté, le pass sanitaire. Allez écouter. La logorée et la rhétorique gouvernementale qui vous fait passer des vessies pour des lanternes, il y a un moment, c'est insupportable. Ça a permis les chefs Français de retrouver une certaine liberté, d'aller dans des cafés, d'aller dans des restaurants. Cette liberté, elle est artificielle. On ne parle que de ceux qui sont bénéficiaires du pass, on ne parle pas des autres. Et surtout, on s'habitue à justifier de choses qu'on n'a pas à justifier dans une vie normale. Avec le recul... Et sur la question des chefs d'établissement, désolé, mais c'est pas leur job. C'est pas le job Le secret médical, il est partagé. Le principe du secret médical, c'est qu'il est partagé entre professionnels de la santé. C'est pas qu'on l'ouvre à des gens dont c'est pas le métier. Avec le recul, comment vous jugez la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement ? Ça a été une gestion successive de la pénurie. Pas de masques, pas de tests, pas de vaccins. Et en fonction de l'arrivée des masques, des tests et des vaccins, on a adapté les différentes politiques publiques. Et on a trop peu fondé les choses sur une forme d'humanisme de terrain qui est la relation aux patients, la relation surtout au public les plus vulnérables, ceux qui sont porteurs de comorbidité, les personnes âgées, vers lesquelles on aurait dû aller beaucoup plus tôt. Je vois que dans mon département, on est en train aujourd'hui de déployer, d'aller chercher les dernières personnes non vaccinées qui sont les personnes les plus à risque. Honnêtement, je pense par contre qu'il y a eu des décisions qui ont été courageuses et qu'il fallait... Bon, mais mauvaise gestion. J'ai même voté, moi, et le Sénat a voté un certain nombre de décisions pour accompagner le gouvernement. En gros, le Sénat a quasiment tout voté. Oui. Alors et puis dernier point, et ça vous surprendra pas, mais la question de l'équilibre entre la gestion de crise et les libertés publiques a été déséquilibrée
à de nombreuses reprises, est trop en faveur de la gestion sécuritaire de la situation sanitaire. Alors, il y a des moments où, honnêtement, où on aurait pu équilibrer dans l'autre sens. On va donc rester dans le domaine de la santé. La facture de la pandémie grève encore le budget de la sécurité sociale pour 2022, mais le déficit se résorbe légèrement. Mardi, les députés ont largement voté ce budget de 500 milliards d'euros, malgré les réticences à droite comme à gauche. Les détails avec Elsa Mondingaba. Si le déficit de la sécurité sociale s'élève encore à 21,6 milliards d'euros en 2022, il est en nette amélioration par rapport aux 2 années précédentes, marquées par la crise sanitaire. Nous ne sommes donc pas à la fin de la crise, nous devons rester très vigilants. Et il peut y avoir des conséquences économiques également qui peuvent se faire sentir très longtemps, mais la dynamique est celle d'un début de sortie de crise et ce texte doit nous aider à nous projeter dans l'après. Dans ce dernier budget de la sécurité sociale du quinquennat, des mesures du quotidien très largement adoptées sur les bancs de l'hémicycle. Le congé proche aidant sera élargi et revalorisé. L'accès gratuit à la contraception étendu pour les femmes jusqu'à 25 ans. Les séances chez le psychologue pourront également être prises en charge. Mais les oppositions regrettent l'absence de mesures plus structurelles sur les retraites pour la droite, sur la dépendance pour la gauche. S'agissant du déficit des régimes de retraite prévu à 27 milliards d'euros, en 2030, il devrait dépasser allègrement les 30 milliards. La réforme des retraites aussi aux oubliettes. La réforme de l'autonomie avec ses transformations indispensables, son nécessaire grand service public, sa protection sociale solidaire augmentée attendra encore. Mais le gouvernement souligne des avancées sur la question du grand âge, recrutement dans les EHPAD et instauration d'un tarif plancher de 22 € de l'heure pour les aides à domicile. Loïc Hervé, le budget de la sécurité sociale arrive au Sénat le 8 novembre. Est-ce que vous allez le voter ? Alors je pense que d'abord, avant de le voter, on va l'examiner. Et on va très certainement l'amender. C'est comme le budget de l'État, le dernier budget du quinquennat. Et ce budget, il devrait être, de notre point de vue, beaucoup plus construit sur des perspectives de sortie de crise et de très long terme. Les questions d'investissement, les questions d'état de l'hôpital en France, la question que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est la question du grand âge, qui est quand même la grande impasse de ce quinquennat. On avait annoncé un grand texte qui ne verra jamais le jour. Tout ça fait que le Sénat va prendre le texte à bras-le-corps et va lui donner une autre saveur, puisque le Sénat, vous savez, représente les territoires et que beaucoup de choses remontent des territoires sur ces questions sanitaires. Aucune économie ne sera faite sur le dos de l'hôpital public. Déclaration d'Olivier Véran pendant les débats, je ne sais pas si vous avez entendu. On apprend au même moment que 20% des lits d'hôpitaux sont fermés, faute de personnel. C'est une enquête du Conseil scientifique, ça vous surprend ? Non, je pense qu'il faut vraiment prendre la situation telle qu'elle est. Sur les 20%, le Sénat a voté, à l'initiative du groupe communiste hier soir, une demande de rapport au gouvernement sur la question des lits. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? On veut savoir. Mais attendez, le ministre de la Santé, représenté par Monsieur Taquet ou Madame Bourguignon hier soir, parce que le ministre n'est pas venu échanger avec les sénateurs pour de bonnes raisons, d'ailleurs, normalement. Mais bon, bref, il n'était pas là. C'est complètement ahurissant de se rendre compte que le ministre n'a pas cet indicateur entre les mains. Là, le gouvernement a justement annoncé l'ouverture d'une enquête pour avoir ses propres chiffres. C'est Monsieur Delfrécy, président du Conseil scientifique, qui fait un sondage, un peu comme ça, parce qu'il se rend compte qu'il y a un problème, qui lui fait remonter l'info qu'il y a environ 20% des lits qui sont fermés. Et le ministre dit « Ah oui, il faudra qu'on regarde ». On va regarder, Mais il devrait avoir un tableur quotidien, hebdomadaire, qui lui donne une image de la réa et des lits hospitaliers en France. Bon sang, on est le pays le plus centralisé du monde et on n'est pas capable. Le ministre de la Santé, en termes d'indicateur de gouvernance de la santé dans notre pays, c'est un indicateur fondamental. C'est la raison pour laquelle on a demandé ce rapport. Mais il faut accélérer les choses, il faut qu'on ait une idée de ça. On le constate tous dans nos territoires. Moi, je suis d'un territoire frontalier. On le sait, ça. On le sait parce qu'on a des soignants qui nous parlent. On a des
des relations avec les établissements médico-sociaux, qui nous parlent de la difficulté de recruter, qui nous parlent des questions de changement de carrière, des questions de la problématique des soignants non vaccinés. Tout ça cumulé, ça crée une situation qui est quand même une situation de crise. Justement, sur les recrutements, le gouvernement a annoncé le Ségur de la santé, c'est 10 milliards d'euros entre 2020 et 2022. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut payer plus les soignants? Alors, il faut payer plus dans le métier du médical, mais il faut aussi, par nécessité, étendre cet effort à tout un tas de professions qui sont dans le médico-social et qui ne sont absolument pas touchées par les dispositifs du Ségur. Et ça, c'est très important. Mais là, ça ne changera rien à l'hôpital. Ce n'est pas des, personnels qui travaillent à l'hôpital. Si vous ne faites pas ça de la même manière pour tout le monde, vous allez faire des mécanismes d'appel d'air et qui vont rendre la situation qui est déjà délicate, voire critique dans les établissements médico-sociaux. Je pense notamment à l'accueil des enfants ou des adultes handicapés, dans lesquels il y a une vraie difficulté aujourd'hui en termes de salaire. Vous dites que ce budget de la Sécu ne va pas assez loin. Il y a quand même des bonnes mesures, non? Il y a par exemple la gratuité de la contraception pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans. C'est une bonne chose. Moi, je suis pour la contraception et je pense que c'est une bonne nouvelle. Après, tout ça doit s'inscrire dans des grandes politiques publiques. Et la question, évidemment, de l'accès à la contraception est quelque chose d'essentiel dans notre pays. Congé proche aidant, qui prévoit d'indemniser au niveau du SMIC les aidants, c'est une avancée aussi dans ce budget? Oui, c'est une avancée. Vous savez qu'à l'initiative de Jocelyne Guidez, sénatrice de mon groupe, il y avait eu déjà une proposition de loi qui avait été votée par le Parlement, le Sénat puis l'Assemblée nationale, et que, évidemment, cette question-là, dans notre pays, si on veut affronter les vrais sujets, qui sont les sujets du grand âge, les sujets du handicap, il faut qu'on accompagne ceux qui aident au quotidien les personnes. En un mot, l'abandon de la loi grand âge, c'est le grand regret de ce quinquennat? En 10 secondes. On ne peut pas tout faire, mais c'est vrai que moi j'étais maire de ma commune, je vois que c'est un sujet qui est vraiment un sujet fondamental. Ce sera pour le moment un sujet de débat dans la campagne. Dans l'actualité aussi de cette semaine, il y a le retour sur les bancs du Sénat d'une idée pas vraiment neuve, le droit de vote à 16 ans. C'est un sujet, Loïc Hervé, qui commence à s'imposer dans la campagne présidentielle. Faut-il, oui ou non, abaisser la majorité électorale à 16 ans? Pour les socialistes au Sénat, la réponse est clairement oui. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais avant ça, on va écouter Patrick Kanner, le président du groupe socialiste. Le 9 décembre, nous allons interroger la Haute Assemblée sur le vote à 16 ans, sur l'accompagnement citoyen tout au long de l'école pour les jeunes, pour justement faire que ce vote à 16 ans ne soit qu'un objectif après un parcours citoyen et avec la création de conseils de jeunesse partout en France. L'abstention des jeunes, elle est dramatique. Aujourd'hui, il y a 3/4 des jeunes qui se sont abstenus aux dernières élections départementales et régionales. 3/4. Est-ce qu'on peut se dire, puisqu'il y a 3/4 d'abstention des jeunes, donc pas de vote à 16 ans? Non, au contraire, plus les jeunes votent rapidement, précocement, avec un accompagnement effectivement de citoyenneté, plus on en fera des citoyens sur le long terme. Loïc Hervé, le vote à partir de 16 ans, vous êtes pour, vous êtes contre? Moi, je dis pourquoi pas, mais je m'aperçois que c'est le genre de proposition qui, tel un marronnier, revient régulièrement et si possible à 6 mois des présidentielles, comme ça, on fait un débat. C'est une proposition électoraliste? Non, parce que dans ce que dit Patrick Kanner, il y a des choses très intéressantes que je partage. Et je dirais, il y a ce que la loi veut faire, c'est-à-dire l'abaissement de 18 à 16 ans, mais il y a tout le reste. C'est-à-dire? L'accompagnement, l'éducation à la citoyenneté. À l'instant où on se parle, dans le palais du Luxembourg, j'accueille le conseil municipal des enfants de Ville-Lagrand en Haute-Savoie. C'est une trentaine d'enfants d'âge scolaire qui sont en train de découvrir les institutions de la République pendant 2 jours à Paris. Ça, c'est vital. Et ça peut se démultiplier, non pas simplement avec les assemblées parlementaires, mais ça peut se démultiplier sur le terrain, dans les départements, dans les territoires, où on doit réenchanter cette relation qu'il y a entre la jeunesse et la démocratie. Et je sais que vos chaînes parlementaires, vous faites déjà un travail aussi important pour être présent sur des plateformes telles que Twitch avec Jean Massier ou des choses comme ça. C'est très important. Il faut former les jeunes à la politique. Non, mais je le dis en tant que père de famille d'enfants qui ont 13, 11 et 7 ans. Je vous assure qu'ils ont une soif d'apprendre, une soif de connaître la démocratie, pour peu qu'on passe du temps et de l'énergie avec eux. Donc, je dis 18 à 16 ans, pourquoi pas, mais ça ne peut pas être que la seule mesure. Il y a aussi une capacité de l'ensemble de la représentation des élus, les parlementaires, mais aussi les élus locaux, de se mettre
à la disposition et à la portée des enfants et des jeunes et des jeunes adultes. Alors il y a une proposition de loi qui vient d'être déposée à l'Assemblée nationale par un député de La République En Marche, François Jolivet, qui propose donc le droit de vote à 16 ans, mais aussi le permis de conduire et l'idée d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Est-ce que ce sont des bonnes ou mauvaises mesures ? Alors, sur le permis de conduire, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui fonderait ça. Je pense que 16 ans, c'est le début de la conduite accompagnée pour beaucoup de familles. Et 16 ans, c'est quand même jeune pour avoir un volant entre les mains sans avoir quelqu'un à côté de soi. Donc, je trouve que c'est très tôt. Ça voudrait dire qu'on commencerait peut-être la conduite accompagnée à 14 ans. Ça me paraît... Et sur la majorité pénale. Et sur la majorité pénale, et là, c'est le commissaire aux lois du Sénat qui vous parle. Là, il faut vraiment qu'on ait plus qu'une étude d'impact. Mais ça serait assez logique, si on donne le droit de vote, de donner la majorité pénale. Et donc, dans ce cas-là, la majorité civile. Et ça, vous y êtes peut-être. Non, mais il faut qu'on pose les problèmes un par un. On peut se dire qu'il y a une cohérence à ce que tout ça soit mis au même âge, mais attention à ne pas avoir un mécanisme qui, par jeu de domino, fait basculer tout un tas de majorités. Vous savez que être citoyen responsable, c'est quand même quelque chose d'important dans notre pays. Le droit de vote est attaché à cela. Merci. Le débat aura lieu au Sénat. Réenchanter la politique, voilà, on retiendra ça. Loïc Hervé, merci beaucoup. C'est le mot de la fin. C'est la fin de cette émission. Merci Stéphanie. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo.